Bonsoir à tous. À la une de ce journal, l'indignation et la colère du professeur Maurice Kamto après avoir passé un mois en résidence surveillée sans aucune notification légale. Il a bravé l'interdiction de sortie de sa résidence pour s'insurger contre une telle séquestration et surtout le refus des gendarmes et policiers de laisser passer des femmes militantes du MRC venues lui apporter leur soutien moral et des vivres frais. Vous verrez au cœur de ce journal comment cette mobilisation des femmes a ébranlé le dispositif sécuritaire autour de sa résidence à Yaoundé. Et toujours dans la capitale, les moyens déployés par le gouvernement pour soutenir l'économie camerounaise sont insuffisants. C'est du moins ce que révèle le président du JICAM. Lors du Cameroun Business Forum, les chefs d'entreprise ont exhorté le gouvernement à aller plus loin pour mettre sur pied un véritable plan de relance de la croissance économique. Une croissance en berne depuis le déclenchement de la crise anglophone et la survenance de la crise sanitaire. Vous les écouterez au cœur de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. D'abord, la question des infrastructures routières qui reste préoccupante dans la capitale économique du Cameroun. À l'entrée est, la question relative au réaménagement et la construction d'un pont sur la Dibamba se pose avec acuité. Le maire de la ville l'a fait savoir au ministre des Travaux publics. Emmanuel Nganou-Djumessi s'est rendu à Douala afin de faire le point sur les travaux d'aménagement routier sur la pénétrante Est, des travaux qui étaient aux arrêts depuis la survenance de la crise sanitaire, une reprise qui intervient à quelques mois du Chan. Il faut préciser que ces travaux se déroulent au moment où le chantier relatif au stade de Japoma est presque achevé, mais la question de la mobilité urbaine est loin d'être réglée. Reportage Jean-Paul Chouniat. Les travaux de génie civil sur la pénétrante est de la ville de Douala, à l'arrêt depuis mars 2020 en raison de la pandémie Covid-19. Les usagers de cette route et les riverains continuent de parcourir leur chemin de croix dans d'interminables files d'embouteillage, du marché Ndorpassi jusqu'au pont sur le fleuve Dibamba. C'est tellement pénible parce que de 3 mois qu'on dit qu'on doit finir la route, le tronçon aussi. Je ne pense pas. Je ne pense pas parce que tout le temps nous vivons ce carrière comme vous voyez là. Les travaux vont au pas de tortue puisque depuis plus d'un an qu'on nous a déguerpis, il n'y a pas un avancement considérable. On n'est nulle part. Nous sommes toujours dans l'attente. Vous croyez que ces travaux ne vont pas s'achever? Moi je doute très fort. Puisque je passe la majorité du temps avec les conducteurs d'engins ici, ils ne font presque rien. Comme tout à l'heure, depuis le matin, vous ne voyez pas ce qu'ils ont fait. Arrivé à Douala pour voir l'effectivité du redémarrage des travaux il y a 2 semaines, le ministre des Travaux publics confirme lui-même le calvaire des habitants et usagers dans cette partie de la capitale économique, Douala. Je l'ai vécu. Je ne peux pas le vivre moi-même et m'interdire de prendre la décision puisque c'est moi qui vais la prendre. Donc j'ai vécu la densité du trafic avec l'étroitesse de la route. Il faut donc l'élargir. Relancé dans l'urgence, sous la pression de la phase finale du championnat d'Afrique des Nations qui arrive à grande enjambée, le ministre des Travaux publics demande aux entreprises Razel et McGill d'accélérer à fond les travaux et livrer cette route 1 mois avant le coup d'envoi du Chan 2021. Le gouverneur vient de rappeler qu'il va suivre. Donc, il vous appartient de démultiplier les équipes, les activités pour qu'au 15 décembre 2020, les travaux d'urgence pérennisables, donc capitalisables, soient livrés au 15 décembre 2020. Le compte à rebours est donc lancé. Razel et McGill épargneront-ils les Camerounais d'un glissement de date dans la livraison de la pénétrante est de la ville de Douala, devant accueillir la compétition africaine dès la 2e semaine de janvier 2021? Rendez-vous le 15 décembre 2020. Parole de Nganou-Djumessi. On dit que la chambre va se jouer. La chambre va se jouer. Ça va se jouer avec les routes. Bon, si ça devait marcher normalement, les gens de la SONES devaient être sur le terrain pour nous prouver que normalement ils sont en train de faire le travail.
Puisque normalement, quand on commence aujourd'hui, demain, on sort. Peut-être seulement encore des moyens. Assistant à cette visite du patron des travaux publics, le maire de la ville de Douala pose l'équation sans réponse de la traversée difficile du pont sur le fleuve d'Ibamba. Je crois que c'est extrêmement important que jusqu'au pont, au moins jusqu'au pont, on puisse éviter les embouteillages, aussi bien du côté de Douala en sortant qu'en arrivant du côté de Bamba. Bien entendu, le pont restera peut-être à un moment ou autre un goulot d'étranglement, mais ça c'est une autre affaire. Je crois que ce n'est pas ce qui est à l'ordre du jour aujourd'hui. Le big boss des travaux publics, le ministre Nganou Djoumessi, lâche la solution inattendue pour en finir avec l'engorgement à la traversée du fleuve d'Ibamba. Monsieur le maire, nous avons dans nos programmations de dédoubler le pont Sunakibamba. Donc le pont Sunakibamba va être reconstruit pour éviter cette sorte d'effet entonnoir que nous aurons là-bas. On a 3 fois 2 voies, mais qui deviennent moins d'une fois au niveau du pont. Donc, sa programmation est bien prévue avec le concours technique et financier de notre partenaire Magic. Tous les usagers de la route ont donc désormais les oreilles tendues vers Yaoundé pour la date du lancement du chantier de construction d'un nouveau pont sur le fleuve d'Ibamba, reliant ainsi en grand format le département du Vouri à celui de la Sanaga maritime. Après être sorti de la ville de Douala, vous faites partie de ces usagers automobilistes et voyageurs qui rencontrent des difficultés sur la route nationale numéro 3. Elle est parsemée de nids de poules qui compliquent la circulation et souvent causent de nombreux accidents. Des travaux en régie s'y déroulent afin de boucher ces nids de poules, mais ils sont tellement nombreux, relèvent plusieurs usagers, mais le gouvernement dit avoir mis le pied à l'étrier afin d'aménager cette route qui sera cruciale durant la compétition sportive à venir, le CHAN prévu en janvier 2021. Évocation avec Marcelin Gansop et Élisée Bogba. Sur la route nationale numéro 3, des engins et ouvriers sont à pied d'œuvre. Les travaux en cours consistent au bouchage des nids de poules qui jonchent cet axe stratégique et accidentogène. Nous avons eu mandat de boucher les nids de poules entre Ala et le pont d'Andoupé. Ça fait 107 km. On le bouche à travers le traitement, ce qu'on appelle le traitement, à une émission en rupture rapide. Donc ça veut dire quoi en rupture rapide? Ça veut dire que 15 minutes après l'intervention, le travail est ouvert à la circulation et il n'y a pas de problème. Les travaux qui s'exécutent sur une distance de 105 km entre Aala et le pont de Ndoupé intègrent également l'entretien mécanisé et le cantonnage. Des travaux exécutés en régie par la Brigade nationale logée au ministère des Travaux publics. Vous savez, nous avons déjà passé le témoin aux collectivités. Dans le cadre de la décentralisation, le ministère des Travaux publics a retrocédé aux communes le cantonnage. Étant donné que ce travail traîne et que cet axe stratégique est accidentogène, il était de bon temps que nous-mêmes nous prenions la main afin d'exécuter ce que vous voyez là. En dépit des pluies diluviennes qui s'abattent dans la région du centre, les travaux se déroulent à un rythme satisfaisant, comme a pu le constater le ministre des Travaux publics. Emmanuel Nganou Djoumessi est venu s'assurer que les travaux en cours s'exécutent dans les règles de l'art et avec la célérité attendue. Effectivement, nous avions un cantonnage mécanisé et manuel sur l'axe. Le mécanisé, ça dit qu'il y a une niveleuse qui passe, des blés, et la pelle chargeuse, comme vous avez vu, vient nettoyer et charge ce débris dans le camion qui est déposé à un endroit agréé. Durant les travaux, 3 mois, nous sommes à peu près à 42,5% d'avancement des travaux pour un délai consommé de 32,5%. La nationale numéro 3, Yaoundé-Douala, fait partie du triangle de la mort. Les nombreux accidents qui s'y produisent exigent qu'une attention particulière lui soit accordée. Le bouchage des nids de poules, le cantonnage et la pose de signalisation, à la fois verticale et horizontale, sont autant d'actions à encourager au regard de l'important trafic dont cet axe est l'objet, surtout les week-ends.
Sur la route nationale numéro 15, la situation est moins reluisante, notamment l'axe Ntui-Ngila, du fait du mauvais état de la route, des véhicules s'embourbent, perturbant ainsi le trafic sur cet axe routier, là où des grumiers dictent leurs lois. Les autorités municipales ont fait le constat. Les travaux d'aménagement routier sont aux arrêts, au grand désarroi des populations. Reportage Charles Melingui et Marcelin Gansap. Pris au piège de nombreux bourbiers, ces automobilistes sont loin d'imaginer que le pire est encore devant eux. Nous sommes sur la nationale numéro 15, entre Ntui et Ngila, à peu près 45 km de calvaire. Ici, ce sont les grumiers qui dictent la loi et il suffit qu'un seul s'embourbe ou tombe en panne pour que la route soit complètement coupée. Las d'attendre une hypothétique solution. Les plus courageux vont tenter de se frayer un chemin, à leur risque et péril bien sûr. Un exercice dangereux auquel d'autres n'osent pas se soumettre, au point d'être rattrapés par la nuit. La route de la nationale numéro 15 que vous connaissez, qui devrait aujourd'hui être déjà à sa phase de finition, n'a même pas démarré. Après le départ de l'Evo, nous souffrons parce que cette société n'a pas réalisé le travail comme il se devait et on a résilié le contrat, les populations souffrent. Après la défaillance de la première entreprise, l'urgence de la reprise des travaux de construction de cette partie de la nationale numéro 15 se pose plus que jamais avec acuité. Je voudrais déjà dire que la situation de la route est une situation qui va bientôt se décanter parce que le gouvernement de la République, après avoir résilié le contrat avec le prestataire Levo, a relancé le marché. Et dans les jours qui suivent, un nouveau prestataire sera là qui va réaliser avec manière les travaux de la nationale numéro 15, surtout le tronçon qui est entre Ntui et Mamkin, qui fait problème actuellement. La tournée du maire d'Ntui offre l'occasion aux populations d'exposer leurs souffrances quotidiennes, lesquelles ne se limitent pas au mauvais état de la route. Au village Osombe par exemple, les infrastructures scolaires n'ont pas bonne mine. Leur réhabilitation est une priorité absolue. C'est un village pionnier et qui a beaucoup souffert en ce qui concerne l'éducation. Vous n'avez qu'à voir derrière moi ce que représente l'école publique de Sombe. 2021 est dédié à Osombe. Pour les fonds de la dotation de la décentralisation, nous avons réservé au village Osombe 50 millions. 2 salles de classe équipées avec bancs et puis un forage équipé au niveau de cette école. Cette descente sur le terrain a offert l'occasion au chef de l'exécutif municipal d'Ntui d'interpeller les forces vives de la commune afin qu'elles coalisent pour sortir leur contrée du sous-développement. Parce que tant que nous ne sommes pas rassemblés, l'idée du développement ne peut pas passer. Vous savez, derrière le rassemblement, il y a beaucoup de communication et beaucoup de propositions qui permettent à ce que des idées nouvelles puissent germer et permettre que notre cité soit en développement continuel. Lorsqu'il n'y a pas ce rassemblement, nous sommes toujours dans des problèmes de sous-développement. L'enclavement est la source de la plupart des difficultés que rencontrent les populations d'Ntui. Celles en particulier dont les habitations et les plantations sont situées le long de la nationale numéro 15, Bois du Noir au quotidien. Elles attendent désespérément la lumière qui annoncera la reprise des travaux sur cet axe stratégique. Au ministère des Travaux publics, l'on dit tenir le bon bout dans la perspective de la reprise imminente des travaux. Le traitement des points critiques est également à l'ordre du jour pour parer au plus pressé en cette saison de grande pluie. Les mesures gouvernementales prises jusqu'ici pour soutenir le secteur privé sont insuffisantes aux yeux des chefs d'entreprise pour faire face à l'impact économique de la crise sanitaire et la crise anglophone. Le président du GICAM, Célestin Tawamba, l'a fait savoir au Premier ministre. C'était lors du Cameroon Business Forum, une édition qui s'est tenue pour la première fois à Yaoundé, dans les services du Premier ministre, contexte sanitaire invoqué pour justifier un tel changement. Pour autant, le secteur privé insiste, il faut que le gouvernement dote le Cameroun de véritables moyens pour un véritable décollage économique capable d'impulser l'essor des entreprises et des champions au Cameroun. D'autres détails avec Donald Brice Kamgan. Avec 3% de décroissance de son PIB projeté en 2020, le Cameroun connaîtra sa première récession depuis 30 ans.
Le président du groupement interpatronal du Cameroun l'a souligné devant le chef du gouvernement à l'ouverture du Cameroun Business Forum. Les restrictions liées à la lutte contre le coronavirus ont eu des effets catastrophiques sur les activités des entreprises, touchées à 97%, le chiffre d'affaires ayant baissé de 310 milliards de francs CFA. Pour Célestin Tawamba, il faudra des mesures fortes pour relever le secteur privé. La mise en place de fonds de soutien aux grandes et petites et moyennes entreprises, avec les emprunts garantis par l'État pour obtenir des taux bonifiés. L'octroi des subventions à certaines filières, des secteurs très touchés par la pandémie. Nous pensons notamment au tourisme. Enfin, des mesures d'ordre économique et structurel, notamment la promotion de la filière prioritaire, la promotion de local content, la promotion des champions nationaux et la préférence nationale. Un secteur privé qui réclame près de 2 000 milliards de dettes à l'État, le patron du GICAM révèle que pour 70% d'entreprises, les mesures de soutien récentes prises par le gouvernement sont insuffisantes. Une préoccupation qui tient à cœur le GICAM, la réforme du modèle fiscal, sortie de la fiscalité basée sur le chiffre d'affaires pour une fiscalité basée sur le bénéfice. Ramener à l'impôt frôle les 80, 60, 100%, 300% pour certaines entreprises, dont le débat, c'est sur le principe, c'est sur le minimum, ce n'est pas sur le taux. La Chambre de commerce, pour sa part, a insisté sur la nécessité d'investir sur les infrastructures et capaciter les entreprises pour les aider à produire plus et mieux pour le marché national et africain, mais aussi favoriser la consommation locale. En consommant les biens et services locaux, nous donnons des moyens aux entreprises et à travers elles, à l'État, pour créer plus d'emplois et bâtir une économie plus résiliente. Ceci s'adresse aussi aux grands consommateurs qu'est l'État camerounais. Le gouvernement, pour sa part, a présenté les grandes lignes de sa stratégie de réponse au coronavirus et de résilience économique et sociale, étalée de 2020 à 2022, d'une enveloppe de près de 480 milliards de francs CFA avec une partie dédiée au secteur privé. 72,7 milliards ont été orientés vers le renforcement de la résilience des entreprises à travers le décret du Premier ministre fixant la répartition de la dotation du dit compte d'affectation spéciale. Toutefois, force est de constater que les mesures prises jusqu'ici par le gouvernement sont essentiellement des mesures immédiates de résilience et de sauvetage face aux conséquences de la pandémie. Les pouvoirs publics considèrent qu'il est nécessaire de renforcer l'efficacité de ces mesures sur le long terme. En 11 ans d'existence, la centaine de recommandations du Cameroun Business Forum sont loin d'améliorer le climat des affaires au Cameroun. Le Covid-19 a aggravé les plaintes du secteur privé cette année. Et précisons que le Cameroun a bénéficié d'une centaine de millions de francs CFA relatifs aux facilités de crédit élargies dans le cadre d'un accord entre le Fonds monétaire international et l'État du Cameroun. Parlons à présent du système de mi-temps scolaire, préoccupation majeure pour la communauté éducative, véritable casse-tête dans le département du Mungo, là où des enseignants ont du mal à pouvoir tenir dans le cadre de ce système du mi-temps scolaire. D'autres n'ont plus de soucis afin d'interpeller les élèves sur le respect des mesures barrières. Les élèves eux-mêmes s'en soucient de moins en moins, à savoir porter le masque ou respecter la distanciation sociale. C'est le constat que font Jacques Molon et Isabelle Carole Zoupet dans ce reportage. La plupart dorment pendant les cours. 3 semaines après la rentrée scolaire 2020-2021, dans un contexte marqué par la pandémie de Covid-19, le système de mi-temps, imposé par les autorités pour respecter les effectifs de 50 élèves par classe, afin d'éviter toute propagation de cette pandémie en milieu scolaire, est un véritable casse-tête pour les élèves ainsi que le corps enseignant. À Loum, dans le département du Mungo par exemple, dans plusieurs lycées et collèges, les cours sont dispensés à la va-vite, faute de temps, qui a été réduit en vue de respecter cette mesure. Les professeurs ne prennent pas le temps de bien expliquer, ils vont très vite, et ça nous donne du mal à retenir les cours. Oui, non, par jour, on a 4 heures de cours au lieu de 8 heures qu'on avait avant. Le professeur, lui, il a réduit, il donne rien que l'essentiel des cours. Le reste, on néglige. On vient, on donne les grands axes là, on donne un peu de détails, c'est fini. Une situation bien plus difficile pour ceux de l'après-midi. Bon nombre d'élèves se livrent au petit commerce et autres activités en matinée
avant de regagner l'école. Conséquence, la plupart dorment pendant les cours et se plaignent également de la chaleur accablante qui ne facilite pas la compréhension. Les élèves qui arrivent pour fréquenter le soir, ils arrivent à dormir seulement. C'est le cas de maintenant, les élèves qui sont en train d'arriver pas tous seulement dormir. Donc nous qui venons après les premiers élèves du matin, le prof n'a pas la même énergie du matin pour nous donner cours. Il arrive parfois que certains points qu'on explique le matin, on ne explique pas ça le soir. D'autres sont en avance, nous on est en arrière. Les enseignants et chefs d'établissement énoncent les mêmes difficultés et peinent jusqu'ici à trouver des solutions adaptées. Nous sommes en train de voir dans quelle mesure on va instaurer les cours en ligne. La difficulté avec les cours en ligne, c'est que beaucoup d'élèves et même les enseignants n'ont pas de téléphone Android. Nous sommes donc en train de voir comment est-ce qu'il peut y avoir d'autres cours avec le groupe d'élèves qui devait plutôt rentrer à midi. On ajoute 2 heures, 3 heures pour le prof qui n'a pas cours parce qu'il y a des emplois de temps qui ont été faits. Malgré ces difficultés, il va obligatoirement falloir se plier à ce système pour lutter contre cette pandémie qui continue de faire des ravages dans le monde. C'est une scène surréaliste vécue devant la résidence du professeur Maurice Kamto à Yaoundé. Des gendarmes et policiers ont été mobilisés en renfort à l'annonce de la venue des militantes du mouvement pour la renaissance du Cameroun. En compagnie des avocats, elles ont été, dans un premier temps, interdites d'accès à la rue qui mène au domicile du président national du MRC au quartier Santa Barbara à Yaoundé. Mis au courant de cette situation, le professeur Maurice Kamto est sorti de sa réserve. Il a bravé le cordon de sécurité pour se retrouver hors de son domicile. À peine a-t-il fait quelques pas qu'il s'est retrouvé encerclé par une escouade de forces de sécurité exigeant des explications et des documents légaux pour justifier sa mise en résidence surveillée. Il n'a reçu aucune réponse concrète. Vous le voyez en image. Le renfort des gendarmes et policiers ce matin devant la résidence du professeur Maurice Kamto, résidence encerclée par les forces de sécurité depuis un mois. Et ce matin, il attendait une visite, celle des femmes militantes du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Elles ont été interdites de se rendre à son domicile. Elles portaient des vivres frais qui ont pu être transférés dans le domicile de Maurice Kamto. Mis au courant de la situation, il est sorti de chez lui et pour dénoncer sa séquestration et exiger des explications sur l'attitude des forces de l'ordre qui interdisent qu'il reçoive des visites. Les commandants de compagnie de gendarmerie et commissaires de police lui ont fait savoir qu'ils appliquent les instructions. Indigné de l'interdiction faite à ses militants de le rencontrer, le professeur Maurice Kamto a demandé que les vives frais portés en son nom soient placés hors de sa résidence et remis aux forces de l'ordre car elles ont décidé de ne rien laisser passer chez lui. On rappelle, cela fait déjà 30 jours que le président national du MRC est mis en résidence surveillée de fait. Après avoir dénoncé le caractère illégal de cette assignation à résidence, les experts des droits de l'homme de l'ONU et une partie de la classe politique ont demandé sa libération. Et aux dernières nouvelles, 3 femmes militantes du MRC ont pu accéder à son domicile. Nous y reviendrons avant la fin de ce journal. Parlons à présent de cette déclaration de Cellou Dalein Diallo, qui est le principal challenger du président sortant Alpha Condé, lui qui appelle les Guinéens à se mobiliser dans les rues pour contester les tripatouillage autour de ce scrutin électoral. Cependant, il appelle les forces de l'ordre à plus de retenue, précisant que les Guinéens ont le droit constitutionnel de manifester et d'exprimer leur opinion politique. Je vous invite à suivre Cellou Dalein Diallo, qui est le principal challenger du président sortant Alpha Condé en Guinée-Conakry. Beaucoup d'entre vous ont voté pour moi parce qu'ils sont militants de l'FDG, d'autres en suivant les consignes des partis membres de l'Alliance nationale pour l'alternance et la démocratie, mais beaucoup d'autres parce que vous voulez l'alternance et vous êtes contre le 3e mandat. Aux uns et aux autres, je dis merci. Maintenant, il s'agit pour nous tous de lutter pour préserver, pour défendre notre victoire. Et vous savez qu'elle est menacée
par Alpha Condé, qui n'a pas eu de lecteurs, mais qui a une armée de fraudeurs. Ils ont transformé les suffrages que vous avez exprimés en notre faveur en faveur de Alpha Condé. Nous ne devons pas l'accepter. L'UFDG, en association avec les autres partis qui nous soutenus et qui sont membres de l'ANAD, vient de publier les vrais résultats de l'élection du 18 octobre. Ces résultats montrent clairement que votre candidat, celui que vous avez élu, l'a été avec 53% des suffrages exprimés dans les urnes. Il faut maintenant que nous nous mobilisions pour défendre cette victoire. Vous vous battez déjà de façon héroïque à Conakry et à l'intérieur du pays. Malgré la répression sauvage, malgré les arrestations arbitraires, malgré les intimidations, le combat est héroïque et il sera inévitablement victorieux. Certes, malheureusement, nous avons perdu beaucoup de nos camarades. Je voudrais présenter nos condoléances à leurs proches et à vous-même qui êtes en train de vous battre sur le terrain. Mes chers compatriotes, je compte sur vous pour continuer le combat jusqu'à la victoire. En attendant, je suis prisonnier. Je vous adresse ce message de chez moi, certes, mais entièrement séquestré. Toutes les issues sont fermées par les agents de forces de défense et de sécurité. Personne ne peut entrer dans mon domicile, personne ne peut en sortir. Alpha Condé a décidé ainsi, c'est contraire à la loi, c'est une violation flagrante de mes libertés, mais ça fait partie des sacrifices que je suis obligé, moi aussi, de consentir. Bientôt, vous fêtez ensemble la victoire définitive sur la tyrannie et la dictature pour que règne en Guinée une démocratie apaisée, rassemblant et réconciliant tous les fils du pays. Je vous remercie. Les résultats officiels de cette élection présidentielle en Guinée-Conakry ne sont pas encore connus. Seuls quelques résultats partiels continuent d'être publiés, proclamés par la Commission électorale nationale indépendante en Guinée-Conakry. Les premiers résultats donnaient une avance au président sortant Alpha Condé. Évoquons à présent la situation en Côte d'Ivoire avec la mobilisation de ce tandem qui est Henri Konan Bédié et Pascal Affi-N'Guessan, qui conditionnent toujours la participation à ce processus électoral, notamment aux travaux de la commission électorale indépendante, laquelle doit déjà statuer sur le processus électoral au moment où la campagne se tient dans des conditions plus ou moins difficiles avec des violences décriées dans certaines parties de la Côte d'Ivoire. Je vous invite à suivre le porte-parole d'Henri Konan Bédié qui évoque comment l'opposition, du moins les candidats à cette élection présidentielle, à savoir Henri Konan Bédié et Pascal Affi-N'Guessan, comptent se comporter à l'approche du scrutin présidentiel prévu le 31 octobre prochain. Les discussions étaient ainsi en cours de finalisation quand le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation invita les partis politiques de l'opposition à une rencontre présidée par monsieur le Premier ministre, rencontre à laquelle les membres de la délégation des deux candidats ont refusé de participer eu égard à ce qui précède. Les candidats Henri Konan Bédié et Pascal Affi-N'Guessan auraient formulé comme demande la restructuration de la CEI avec un poste supplémentaire pour l'opposition et un poste de vice-président pour le PDCI RDINA. Cette affirmation erronée est une manipulation des échanges de la rencontre du 18 octobre 2020, au cours de laquelle les candidats Henri Konan Bédié et Pascal Affi-N'Guessan n'ont à aucun moment formulé une telle demande. Les candidats Henri Konan Bédié et Pascal Affi-N'Guessan portent à la connaissance de la communauté nationale et internationale, et surtout de la CEDEAO, qui ne se reconnaissent nullement dans cette affirmation du gouvernement qui ne reflète en rien les discussions avec la délégation ministérielle de la CEDEAO. Les candidats Henri Konan Bédié et Pascal Affi-N'Guessan maintiennent leur mot d'ordre de désobéissance civile pour le retrait de la candidature anticonstitutionnelle et illégale d'Alassane Ouattara, la réforme de la CEI et du Conseil constitutionnel, l'audit international de la liste électorale, le retour des exilés
notamment les présidents Laurent Gbagbo, Guillaume Soro, le ministre Charles Blé Goudé, la libération des prisonniers politiques. Les candidats Henri Konan Bédié et Pascal Affi-N'Guessan réitèrent leur demande de médiation internationale dans le conflit ivoirien. Et au Cameroun, je vous le précise concernant la situation du professeur Maurice Kamto, dernière nouvelle, aucune des femmes militantes du mouvement pour la renaissance du Cameroun n'ont pu accéder au domicile du président national du MRC. Elles ont essayé de passer cette escouade de forces de gendarmerie et de police. Elles ont reçu une forme de non-recevoir. Seuls les vivres frais ont pu traverser les gendarmes qui ont essayé de les faire entrer dans le domicile de Maurice Kamto. Il s'y est opposé lui aussi. Il est sorti de sa résidence pour exiger des explications sur les raisons pour lesquelles il était assigné à résidence depuis près d'un mois sans avoir été notifié sur le plan judiciaire. Je vous invite à présent à suivre Thiriane Balbine Noah, vice-présidente du MRC, qui revient sur les circonstances de leur démarche et la forme de non-recevoir qui leur a été opposée par les forces de l'ordre et la gendarmerie. Alors déjà, c'est pas aujourd'hui que je l'ai annoncé, je ne pouvais pas annoncer une visite aujourd'hui, elle l'a menée aujourd'hui, je l'ai annoncé il y a quelques jours. Alors la visite consistait essentiellement à ce qu'elle est une visite à notre président national qui est séquestré depuis un mois déjà. Depuis un mois, il est sans visite et nous avons estimé, parce qu'ayant causé avec lui, il était temps que nous réagissions face à la pénurie naturelle des vivres qui sévissaient déjà dans son domicile. Voilà pourquoi nous n'avons pas justement voulu rendre cela officiel. Nous n'avons pas pu rencontrer le président. Alors, tel que nous avons organisé la délégation, vous dites bien que nous avons eu l'aval, ayant travaillé avec les avocats, parce que selon les dernières recommandations, toute visite au président national, Maurice Kamto, devrait être autorisée par le DGSN et l'OCED et bien sûr encadrée conduite par les avocats, ce que nous avons fait. Et nous pensions justement que n'ayant pas mobilisé la population, parce que le but n'était pas une mobilisation forte de la population, le but n'était pas de venir affronter les forces de l'ordre, le but c'était de venir rencontrer notre président national et sa famille et leur donner quelques vivres. Alors nous sommes, selon les entretiens que nous avons eus avec le collectif des avocats, nous sommes effectivement rendus à son domicile et peut-être vous ne l'avez pas constaté parce que voilà, vous voyez, je n'ai pas de téléphone sur moi, tout était interdit, des prises de vue et autres. Nous n'avons pas pu rencontrer le professeur Maurice Kamto, le président national, nous n'avons pas pu le rencontrer parce que les forces de l'ordre nous l'ont défendu. Donc, ce qui a été fait, c'est qu'ils ont fait descendre les vivres des véhicules que nous avons apportés et sous très haute surveillance d'ailleurs. Il y en a qui étaient très belliqueux. On se dit que peut-être qu'ils sont dans leur rôle, mais c'est quand même dommage que nous sommes venus pour rendre visite au président. Vous avez peut-être pris quelques vues, il n'y avait pas une forte population. Donc en réalité, il n'y avait pas de mouvement d'humeur. Nous n'avons pas pu rencontrer le président élu, mais nous avons apporté les vivres qui ont été réceptionnés dans leur majorité. On nous a chassés, après qu'on a descendu les vivres, on nous a chassés des lieux. Donc les photos, nous n'avons pas pu les prendre pour assurer après la pérennité de l'information. Nous pouvons retenir que nous avons fait descendre les vivres, mais nous ne savons pas s'ils vont arriver à destination. Okay. Cependant, ils nous ont rassuré qu'ils allaient faire entrer les vivres. Comment? Je ne peux pas vous le dire. Vous l'avez suivi, des propos de la vice-présidente du MRC, les femmes militantes de ce parti politique ont été chassées par les forces de police et de gendarmerie alors qu'elles venaient apporter un soutien moral et des vivres frais au président national du MRC, lequel lui aussi a refusé de recevoir ces vivres, dénonçant l'attitude des gendarmes qui empêchent qu'ils reçoivent des visites de la part des responsables politiques de son parti, le MRC. Et prenons tout de suite la route pour se rendre en Guinée-Conakry,
où nous attendent nos envoyés spéciaux. Ils sont à la commission électorale indépendante où le décompte continue de s'effectuer concernant les premiers résultats partiels de ce scrutin présidentiel. On fait le point avec nos envoyés spéciaux Emmanuel Diop et Guy Zogo. 5 jours après la tenue de l'élection présidentielle, la Guinée-Conakry reste dans l'attente des résultats de ce scrutin. Ici, au siège de la Commission nationale électorale, ce sont donc des séances plénières qui se succèdent au sein de cette institution qui a la charge de compiler les résultats. Nous écoutons son porte-parole. Nous avons déjà compilé 10 procès-verbaux, ce qui signifie qu'il nous reste pratiquement 8 procès-verbaux au plan national. Il y a 8 procès-verbaux qui sont attendus de l'extérieur, parce qu'on avait bien la volonté que l'élection se tienne dans les 25 ambassades. Mais aujourd'hui, avec la situation liée à la Covid, et donc ce vote n'a pu être organisé dans ces 25 ambassades, la CENI s'achemine vers la fin de la partie qui la concerne, parce que dans le processus, la CENI organise les élections, elle supervise, elle proclame les résultats provisoires. Les résultats définitifs sont proclamés par la Cour constitutionnelle. S'agissant de l'ambiance dans la capitale et dans l'ensemble de la République de Guinée, de fortes tensions ont été signalées dans la journée d'hier. On a enregistré au total 9 morts suite à des affrontements entre les manifestants issus des rangs de l'opposition, notamment de l'UFDG, de Cellou Dalein Diallo et les forces de l'ordre. Ce matin, après le point sécuritaire fait par le ministre de la Sécurité, Albert Damantan Camara, c'est le ministre des Affaires étrangères qui a reçu l'ensemble du corps diplomatique accrédité ici en Guinée-Conakry pour faire un examen complet de la situation. Nous écoutons le ministre guinéen des Affaires étrangères. On a pris à témoin la communauté internationale sur les exactions, sur les appels à la violence. Ce qui est paradoxal, c'est qu'au même moment où M. Cellou Dalein appelle à la résistance ou à la violence, ses représentants sont à toutes les étapes du processus électoral à la CENI. Donc, nous avons appris aussi l'existence d'un logiciel qui est tombé du ciel. On ne sait pas d'où, et qui a la capacité d'avoir accès à tous les bureaux de vote dans les villages les plus reculés, je ne sais pas avec quel réseau, qui fait remonter les informations. Dans la foulée du ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Justice s'est également exprimé en insistant notamment sur l'opportunité pour le gouvernement d'exercer des poursuites judiciaires contre les auteurs des violences. Nous ne sommes pas dans une république bananière, nous sommes dans un État souverain qui a ses règles et nous sommes en matière de compétition électorale. Nous tenons donc au respect des lois de la République et aucune velléité de déstabilisation des institutions ou de l'ordre public ne sera tolérée. Et l'État prendra toutes les mesures pour faire régner l'ordre et la sécurité dans le strict respect des lois. Conakry et l'ensemble de la Guinée restent donc dans l'attente des résultats, dans une ambiance teintée d'optimisme, mais aussi de beaucoup d'inquiétude. À Conakry, pour Equinox Télévision, Emmanuel Diop, Guy Zogo. Un public reportage dans ce journal. La Société anonyme des brasseries du Cameroun célèbre l'excellence scolaire. Des dons ont été, des bourses scolaires ont été offertes aux meilleurs élèves dans la région du centre. Un reportage. One goal! One goal! Nous sommes à l'école primaire du groupe olympique de Yaoundé. En ce 14 octobre 2020, journée de l'excellence scolaire, le groupe SABC a décidé de primer. Dans la liste des fournitures, donc, ça nous permet d'économiser aussi. Ça nous permet de faire un peu d'économie sur les dépenses futures. Outre les élèves du groupe scolaire olympique, le lycée technique de Colbison et le complexe scolaire Sidi Fella Mimboman, tous à Yaoundé, ont également bénéficié de l'élan du groupe SABC et se sont vus dotés de 18 ordinateurs de bureau, 3 laptops ainsi que 3 imprimantes, un switch et un scanner. Ce que nous venons de vivre est presque inédit, et puisque cela se passe
après quelques jours de la rentrée. Et nous pensons ici que c'est un soulagement très important pour nos parents. Nous voulons saluer ici le partenariat Minédub, SABC ou alors SABC Minédub. Nous souhaitons que cela continue de l'avant. Cette caravane que nous avons démarrée du côté de Lumkonsamba le 8 octobre va à la fin encourager 1500 écoliers du primaire qui ont obtenu les moyennes qui oscillent entre 15 et 19 sur 20. C'est la concrétisation de l'engagement du groupe SABC qui accompagne le développement du Cameroun et qui dit développement dit formation de qualité, éducation de qualité. Ces nouvelles actions du groupe SABC rappellent une fois de plus son attachement indéfectible à la promotion d'une éducation camerounaise de qualité, socle du développement du pays dans lequel le leader agro-industriel camerounais est engagé depuis plus de 70 ans. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Alors, merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Des femmes du mouvement pour la renaissance du Cameroun n'ont pas pu avoir accès à leur leader. Ce soir, c'est à Santa Barbara, à Yaoundé. Elles ont pourtant essayé de s'y rendre au domicile du président national du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Les gendarmes et les policiers les ont chassés, pour reprendre les mots utilisés par la vice-présidente du MRC. Seuls les vivres frais qu'elle transportait ont pu passer entre les mailles du filet pour se rendre au domicile de Maurice Kamto. Celui-ci est sorti de chez lui, bravant l'interdiction de sortie de sa résidence pour exiger des explications aux gendarmes et policiers sur les raisons pour lesquelles ils ont interdit ces différentes visites. En réponse, ils disent respecter les instructions, mais aucune notification légale sur les raisons d'une assignation à résidence qui dure depuis 30 jours. Critique ainsi le professeur Maurice Kamto. Vous avez suivi la vice-présidente du MRC qui a déploré cette attitude des forces de l'ordre. Voilà, madame, monsieur, c'est dans l'essentiel Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Bon week-end à vous. Bon week-end également à vous. Madame, monsieur, dans un instant, la suite, Equinox Soir. Retour sur le plateau Equinox Soir, deuxième partie, c'est la partie consacrée au débrief du journal, toujours en compagnie de Maître Narcisse Ecomin, Guy Hervé Fonga, Maître Fabien Keigné et Maître Joseph-Claude Biliga. Maître Joseph-Claude Biliga, comment comprendre ce qui s'est passé aujourd'hui à Yaoundé, des personnes qui apportaient des vivres frais, quoi on soupçonne, il y avait quoi dans les vivres, pourquoi on empêche ces personnes de rencontrer. Quand je vais le dire maintenant, on va me dire que. Non, dites-le. Moi, je suis l'avocat. Oui. J'ai entendu un son de cloche. Oui. Je n'ai pas entendu un deuxième. J'ai entendu quelqu'un dire qu'on a interdit, qu'on a fait ci, qu'on a fait ça. Je ne voudrais pas me prononcer sur des choses que je ne connais pas. C'est ce que je voudrais dire. Donc, je fais quand même un constat. Et je me rappelle que... Maître Biliga, tout ce sur quoi vous prononcez souvent, je fais quand même un constat, et je l'avais déjà dit lors d'une émission radio ici, oui. Que si moi j'étais le professeur Kamto, je ne resterais pas dans la maison. Je sortirais, comme il a fait aujourd'hui. J'irais même plus loin. C'est-à-dire que, non, sortir de la maison. Parce que tout à l'heure, j'ai entendu dire, il a bravé. Il n'a pas besoin de braver. Parce qu'on vous dit qu'il a interdit de sortir. Aujourd'hui, on nous a quand même dit qu'il est sorti de sa concession. Ça veut dire qu'il est sorti de la concession. C'est pas, vous comprenez. Donc je veux dire que... Et en plus, il faut dire une chose. Tout à l'heure, j'ai entendu mes confrères parler de justice et autres. Ou M. Fondarché, j'ai sursauté. Si nous n'avons pas confiance en la justice, on ne fait pas la justice. On démissionne, on devient journaliste, on devient autre chose. Si nous sommes avocats, c'est parce que nous avons confiance en la justice.
C'est parce que le professeur Kamto avait confiance à la justice qu'il a saisi le tribunal militaire contre le professeur, contre le président de l'Assemblée nationale. C'est parce qu'il avait confiance à la justice, et c'est normal qu'il a saisi le Conseil constitutionnel pour pouvoir contester la décision, pour pouvoir contester, enfin pour la présidentielle. Parce qu'il croit en la justice, qu'il a saisi le juge de référé, le juge de requête d'ignorement pour un référé, etc. Donc on ne peut pas même temps dire une chose et faire le contraire. Si on ne croit pas la justice, on est saisi par la justice. Si on croit la justice, on la saisit et on accepte les décisions que la justice doit être rendre. Elles peuvent être bonnes ou pas. Donc je voudrais que cela soit dit et soit accepté. J'ai entendu plein de choses ici. En disant... nous sommes dans le débrief. Hein, on est dans le débrief. Là, vous nous ramenez déjà la première partie. Dans le débrief, donc. Oui, voilà. Dans ce débrief, donc. Ce que je dis, donc, j'ai entendu un seul son de cloche. Oui. Je n'ai pas entendu un deuxième son de cloche. Je ne veux pas me prononcer. Vous voulez entendre... Je voudrais bien voulu... Parce que vous savez, très souvent, ici, nous avons pris des décisions sur la base d'une chose. En rapport, on a des fake news. J'en ai été victime. Vous pouvez bien comprendre que lorsque moi on me dit que j'ai eu un AVC alors que je n'ai pas eu un AVC, vous ne pouvez pas me dire que si je n'avais pas réagi ce jour-là. Beaucoup de gens ont commencé à m'envoyer les messages de par le monde. Oui, on a appris que est-ce que tu vas aller mieux, etc. Voilà un cas précis de formation. Je dis, nous sommes, suivez peut-être aujourd'hui notre chaîne de télévision. Vous aurez peut-être d'autres journalistes qui auront un autre angle de présentation des faits. En sortant d'ici, peut-être que je vais le suivre. Si j'étais venu ici demain, je vous dirais, voilà ma position. Parce que j'aurais eu au moins 2 sons de cloche différents. Là, je viens de suivre ce qu'on nous a montré, ce que la dame a dit. Peut-être que ce n'est pas seulement cela qui a été fait. Peut-être que ce n'est pas seulement la vérité. Il y a peut-être d'autres sons de cloche. Et c'est pour cette raison que je suis prudent. Je suis tout simplement prudent. Je ne dis pas que ce qu'elle dit est faux, mais je dis qu'il peut arriver que ce qu'elle dit ne soit pas forcément toute la vérité et qu'il y a une autre vérité qu'on peut suivre à travers d'autres voies de communication. Voilà, Guy Fonga, face à cette situation vécue par les femmes du MRC, conduite par Tyriane Balbinoa. Non, j'ai envie de dire que ce que Maître dit tombe complètement sous le sens. Parce que si on observe avec lucidité les conditions dans lesquelles Moïse Kamto a été embrigadé, on n'est pas surpris par l'attitude des forces de maintien de l'ordre qui tournent autour. C'est tout à fait logique. Ça obéit exactement à leur procès. Parce que non, juste une seconde. Il y a beaucoup d'exemples. Les maîtres Fabien Keigné ont rencontré M. Kamto. Ça démontre que tout ce que vous dites là n'est pas vrai. Puisque Maître Méli et les autres ont été rencontrer le professeur Kamto dans son domicile. Et on nous a dit que dans la délégation des femmes, il y avait des avocats également qui étaient dans l'information qu'on a eue. Aujourd'hui, là, tout de suite, là, on ne parle plus d'avocats. On ne parle bien que des femmes. Comprenez donc que moi, je sois prudent en disant quelle est la vraie information. Était-elle seule? Était-elle avec des avocats? Où étaient donc des avocats? Pourquoi on n'a pas interviewé des avocats pour leur demander qu'est-ce qui s'est passé? Voilà la question. La délégation de Maître Keigné qui a réussi qui a bravé tous ces interdits en approchant Moïse Kamto, j'ai envie de dire que c'est un cas isolé. Parce qu'on peut vous citer une kyrielle d'exemples de personnes qui ont essayé d'approcher le Moïse Kamto pendant qu'il est incarcéré chez lui. J'ai failli dire qu'il est bunkérisé, comme Laurent Gbagbo, mais ils n'ont pas pu accéder jusqu'à lui. Ce qu'on vient de voir là est complètement désespérant. C'est hallucinant parce que je veux dire que le peu d'humanisme qu'on espérait encore de nos forces maintien de l'ordre, qui sont d'abord les citoyens avant tout autre, je pense que là ils viennent de totalement détruire ce brin d'humanisme qu'ils auraient pu avoir. Parce que on peut également dire que ces femmes-là ont voulu directement remettre les vivres qu'elles ont ramenés au professeur, et les agents qui les forces de maintien de l'ordre ont suggéré qu'ils devraient le faire à leur place. Et donc, il est normal que le Maurice Kamto estime que ce n'est pas logique, c'est pas normal. Les gens qui sont porteurs de ces vivres-là accéder jusqu'à lui et les lui remettre en main propre. Mais ils ont voulu interférer pour transporter le colis. Ce qui me semble un peu... Vous êtes péremptoire. Non, ils ont... Moi, on m'a prêt prudent. Et de manière lucide, pour avoir... Vous êtes péremptoire, moi, on m'a dit d'être prudent, de ne pas avoir une position sans avoir les deux sons de cloche. Vous avez la différence entre vous et moi? Sauf que c'est parce que c'est un discours qui ne vous arrange pas. C'est pour ça que vous prenez des gants. Pour dire que je ne suis pas surpris
par la prudence. Parce que nous autres encore avons vécu douloureusement le décès de l'apiro de Manga, quand il était, après les émeutes 2008, il a passé 3 ans à peu près à la prison. Et vous savez dans quelles conditions il décède après, pour avoir ingurgité un certain nombre de choses en prison. Et il allait mourir le 16 mars à Buffalo, aux États-Unis. Et il se dit que c'est un certain nombre de choses qu'on l'avait fait consommer, qui ont fini par avoir raison de lui. Donc il est tout à fait normal qu'on a atteint à un certain stade, qu'on soit prudent, qu'on soit regardant sur ce qui arrive. Quel est le mal de laisser quelqu'un qui est porteur des aliments, le remettre en personne? Je ne vois pas quel est le crime. On vous laisse une histoire de quelque temps et puis vous êtes reparti. Dans cette barrière-là, je dis que qu'on a un brin d'humanisme et d'humanité, ils auraient pu encadrer ça et même observer la scène, et sans que, je vais dire qu'il n'y aurait pas eu un scandale, sauf si on va encore nous brandir l'argument de trouble à l'ordre public. Ils auraient pu assister même à la remise des livres, que rien ne serait passé. Ouais, que c'est des fois, j'ai envie de croire que il y a des gens autour il y a des gens dans ce sérail qui font tout pour créer des conditions de frustration et d'implosion. Parce que quand vous observez la scène, il n'y a aucune rationalité qui peut justifier cette attitude de laisser simplement les gens remettre des vivres frais et de repartir. On peut assister à la remise, on encadre ça et puis les gens repartent après. Ça n'a rien de spectaculaire. Et voyez-vous, on est des fois obligé, avec un pincement au cœur, de dire avec suffisamment d'enfance que l'accumulation de frustration est le carburant de la révolte. Et ce n'est pas totalement irrationnel quand on observe la scène. Il n'y a aucun mal à ça. On aurait pu encadrer et vivre ça en direct et les laisser repartir. Ok. Maître Narcisse, comment vous comprenez ce qui s'est passé aujourd'hui, que les forces de maintien de l'ordre s'interposent entre ces femmes-là qui venaient pour remettre des vivres à leur leader? Oui, Serge Alain, on est un tout petit peu dans ce que j'appellerais le bal des courtisans. Oui. Vous avez des personnes aujourd'hui qui sont pratiquement en compétition pour se faire voir ou pour paraître être les plus beaux auprès du président Paul Biya, qui est le président du RDPC et le président de la République. Parce que c'est difficile de comprendre qu'un monsieur dont les conditions d'embastillement sont d'ores et déjà illégales, personne ne l'a contesté ici. Maître Biliga a fait un peu du ponce pilatisme, je le comprends, sa position n'est pas très gaie à défendre. Et lorsqu'on vient lui donner des vifs, il se trouve encore des forces de l'ordre pour, peut-être pas empêcher, mais pour jouer... Ils disent qu'ils ont reçu des instructions. Oui, mais on est toujours dans ce cas-là où on n'a rien d'écrit. Et en cela, je rejoins les Fabien et Serge Alain pour dire qu'en réalité... Et Guy Hervé. C'est Guy Hervé, désolé. C'est une arrestation qui a une coloration politique, tout simplement. On est dans une espèce de théâtralisation et c'est bien regrettable. Voyez-vous, Maître Biliga, pour qui j'ai beaucoup de respect, j'ai fait une confusion. Ça arrive à tout le monde. Moi aussi, je commence à vieillir un peu. Mais j'ai dit, tout ça est bien regrettable et il faut que cela cesse. Il n'y a pas de raison que le professeur Maurice Kamto soit embastillé tel qu'il est aujourd'hui, sans titre de détention, sans titre de garde à vue, sans aucun justificatif. Il n'y a pas de raison qu'il soit privé du droit de visite. Lorsqu'on parle des avocats qui sont allés lui rendre visite, le droit de visite d'un détenu, si il faut l'appeler ainsi, n'est pas discriminatoire. On aménage des visites qui sont faites pendant des heures légales. On ne choisit pas que Fabien peut venir à 8 heures et puis le sujet B, à 16 heures, n'aura plus le droit d'accéder à la personne qui est maintenue en détention, encore dans des conditions illégales. Je dis ça, c'est en violation des droits encore de la personne. Prison, on a le droit de rendre visite à un prisonnier en lui rapportant les livres. Des fois, on vous laisse passer en train de sortie. Même un prisonnier en visite. Justement, la seule obligation que les forces de maintien de l'ordre avaient, c'est de s'assurer que le contenant, les sacs,
dans lesquels les vivres étaient mis ne contenaient pas autre chose que les vivres. Et puis laisser la possibilité à une vérification tout simplement. Laisser la possibilité à ces femmes-là d'aller remettre les vivres au professeur Kamto. Et puis vous avez dit, Maître Biliga, que si vous étiez le professeur Kamto, vous serez sorti pour marcher dans la rue. Oui, bah, si moi j'avais été le pouvoir en place, je ne l'aurais pas embastillé. Il est sorti. Je pense qu'on a vu à travers les images qu'il y a eu un cordon qui s'est créé tout autour. Sauf si, comme vous dites, vous attendez qu'une autre chaîne de télévision, puisque Equinox ne vous convient plus beaucoup, puisse montrer une image qui est différente de celle que nous tous, nous avons vécue. Mais c'est bien regrettable et ça fait honte à cette République. Voilà. Maître Fabien Kenyé, est-ce que la date a été choisie au hasard? Que les femmes se rendent aujourd'hui, 22 septembre, 22 octobre. Je crois que c'est pratiquement après un mois d'exaspération, d'attente non satisfaite. Je peux vous dire que je ne serais pas surpris que demain, toutes les femmes qui sont amenées là-bas soient poursuivies pour insurrection, rébellion et autres. Je crois qu'elles s'en sont tirées aujourd'hui à très très bon compte. Tout à l'heure, Maître Biliga voudrait bien connaître ce que le collectif des avocats fait. Il faut restituer les choses. Nous sommes devant le peuple camerounais que nous prenons à témoin. Eux, que de leur côté, comme quand le RDPC prétend que Kamto aurait pu être libre de ce moment, qu'il aurait pu sortir Padati. Je dois vous indiquer que lorsque le collectif des avocats a eu annoncé qu'il devait effectuer une visite au domicile de son excellence le professeur Maurice Kamto, le président élu, le secrétaire d'État à la Défense, le directeur général de la Sûreté nationale, ont fait appeler les avocats. Nous nous sommes retrouvés là-bas et nous ont dit ceci. Kamto a un projet insurrectionnel. Bien avant, nous avions le ministre de la Communication qui disait que la situation de Kamto était en étude parce qu'il avait un projet insurrectionnel d'esclavage des institutions de la République. Rendu à ce jour, aucune bribe, aucune parcelle, aucun indice jusqu'à présent de cette insurrection lui est notifié. Et cela me rappelle, pour entrer en arrière, 30 ans comme je disais tout à l'heure, rappelez-vous lorsque Frundi avait été, comme le principal opposant du Cameroun, avait été assigné à résidence, il y a un certain ministre qu'on avait affabulé du nom de Zérémois qui avait dit, à l'instant où sur le plateau du Vouzla du roi, d'une chaîne de télévision nationale qui appelle Vouzla du roi, il avait dit ceci, à l'instant où je vous parle, Frundi a les armes chez lui. Jusqu'aujourd'hui, 30 ans après, on n'a jamais vu. C'était en plein 13h. En plein 13h. À l'instant où je vous parle, devant un parterre de journalistes, Frundi a les armes chez lui. Jusqu'aujourd'hui, on n'a jamais vu même un simple machette. Quand on a un projet insurrectionnel, depuis 30 jours qu'on entoure son domicile, qu'on l'embastille, qu'on empêche de partir, ceux qui sont allés là-bas, on a fouillé, je ne sais pas, on a retrouvé même pas une seule petite barrière qui pourrait faire ou même qui pourrait permettre de piquer quelqu'un. Cependant, il est embastillé. Je veux dire quelque chose, M. Biliga, s'il vous plaît. Lorsque nous sommes sur un plateau comme ça, j'ai dit ce parfois pour susciter des vocations. Chaque fois que nous évoquons le droit international, vous nous rappelez, vous nous maintenez les horreurs des choses du style la Convention et les traités internationaux renvoient aux textes nationaux, n'est-ce pas, pour réguler les marches, les réunions publiques, les manifestations d'opinion et autres. Je dois vous rappeler, et vous le dites, que les gens le sachent, et pour de bon, cela est incontestable. Vous devez nous tenir en position, plus vous dansez, plus accueillir de l'expérience. Dans cette matière-là, il est dit que lorsque un texte de loi nationale est contraire au traité de convention, il s'efface, il ne s'applique pas. Il faut que cela soit clair pour tous. Donc tout ce que vous faites là, c'est du hold-up, c'est de la dictature. Non. J'ai pris des exemples bien. Vous verrez que ça ne vous pas interrompu par on est à la fin de l'émission. Vous ne pouvez pas profiter de la fin de l'émission. Non, confrère. Nous sommes à la fin de l'émission. Vous ne pouvez pas profiter de la fin de l'émission pour dire des choses pour que je n'ai pas le temps de répliquer. C'est ça qui est le problème. Allez, finissez. Non, il ne faut pas dire n'importe quoi. Je vais vous prendre un exemple simple. Vous n'avez pas me dit, quand ce qui concerne les lois, ou quand ce qui concerne les tribunaux militaires, par exemple, n'est-ce pas, que les conventions et traités internationaux permettent un temps soit peu qu'un civil, et je le dis parce que je me suis réjoui de ce que vous soyez retrouvés sur ce plateau.
Les conventions et traités internationaux, la Convention du Cameroun interdisent qu'un civil. Le MRC a envoyé un civil devant le tribunal militaire. C'est la vérité ou non? Écoutez-moi. Le MRC n'a-t-il pas saisi les tribunaux militaires malgré ces trucs? Pour la seule raison, suivez-moi très bien. Je vous fais pas le cours de droit parce que c'est vous qui devrez me le faire. Le tribunal militaire est totalement infiodé, n'est-ce pas, au gouvernement. Je vous ai dit que je suis passé par le tribunal militaire. Il y a une affiche indiquant ce service-là qui indique président de la République. En dessous, ministère de la Défense, délégation de la justice militaire, et par la chute, on retombe sur le tribunal militaire. Pour dire quoi? N'est-ce pas? Pour dire quoi? Que c'est un tribunal qui est chargé de réguler une cour martiale, une sorte de cour martiale qui est chargée de la discipline militaire. Il faut bien suivre le texte. Ça me permet c'est vous qui me permettez de dire. Est-ce que le TG ne condamne pas à mort? Merci, nous sommes arrivés. Est-ce que le tribunal civil ne condamne pas à mort? Merci, maître Biliga. Merci, maître Commun d'être venu. Merci, maître Fabien Kenyé. Merci, maître Guy Fong. Non, merci. Voilà, merci. Maître chanteur. Merci, madame, monsieur, nous sommes donc arrivés au terme de cette édition Equinox Soir. Bonsoir, Santa Barbara.